Pour un certain nombre de pays francophones, leur monnaie dépend du bon vouloir d'un pays extérieur, donc c'est clairement une domination, puisque celui qui contrôle la monnaie contrôle le pays. En ce qui concerne le Congo, donc c'est un peu similaire. On a des personnes qui ont été nommées par des puissances étrangères et toujours actuellement déjà donc certains hommes européens et américains valident des élections de 2000, des candidats pour des élections de 2016 pour lesquelles on n'a encore rien commencé là-bas. Il va se passer certaines choses et certains événements dans le futur qui vont avoir lieu, parce que si vous êtes chrétien, vous savez qu'on va vers un système mondial, et donc qu'à la tête de ce système mondial, il y aura l'Antichrist. Mais le Seigneur est bon, il a choisi pour les chrétiens qui sont vraiment des chrétiens véritables, son peuple élu, il leur a mis en place un échappatoire, et cet échappatoire c'est le Congo, et c'est pour ça, et avec les pays avoisinants. Et c'est pour ça que le Congo, dans le futur, va prendre une place de plus en plus importante. Et je pense qu'il y aura un jour où les gens vont être très très surpris de voir ce qui se passe au Congo. On a prié, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Voilà. Mais l'avenir, c'est seul Dieu qui sait l'avenir en fait, du Congo. Seul Dieu connaît l'avenir du Congo ou de l'Afrique. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Berlin. Berlin, une ville historique. Berlin, c'est vraiment historique. Et je suis là avec, à ma droite, je suis avec Eric. Eric, qui est... Je suis à moitié belge et à moitié américain. Américain, belge. Donc, ton père est... Mon père est belge et ma mère est américaine. On se retrouve à Berlin. Ici, à ma gauche, je suis avec Jean-Michel. Jean-Michel, son père est... En fait, je suis un peu le fruit d'une immigration nord-sud. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais ma mère était allemande, mon père était belge, mais avec mais aussi dans une immigration. Alors il y avait donc mes arrière-grands-parents du côté maternel étaient polonais, donc il y a tout un voyage qui s'est fait. Et voilà quoi, c'est... Voilà, Jean-Michel, qui connaît bien le Congo. Il n'a jamais mis les pieds au Congo, mais il connaît mieux le Congo que beaucoup de Congolais. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai eu des visions. J'ai eu des visions pour la reconstruction. Et ces visions ont été assez sommaires, puis elles se sont précisées d'une façon extrême, en recouvrant à peu près tous les domaines de la vie, donc communication, éducation, santé, absolument tout, l'armée, et voilà quoi, donc je pense que ça, il y a une raison à cela, et pour le reste, le Seigneur sait. À l'extrême gauche, nous avons notre frère Jean-Jacques. Jean-Jacques qui est aussi représentant de Eden, le diaspora. Bonjour Jean-Jacques. Oui, bonjour Pasteur Bobo. Voilà, donc je me présente, c'est Jean-Jacques Ntois. Je suis le coordinateur de Eden Diaspora en Belgique. Voilà, donc ici on est en Berlin. Voilà. Et vous êtes Congolais de père et de mère? Oui, je suis Congolais de père et de mère. Ouais. Spécial Congo, spécial. On est là, on est avec vous. Nous sommes à Berlin. Eric, c'est votre première fois d'arriver à Berlin. Vous étiez aux portes des Brandebourg. Qu'est-ce qui vous a touché beaucoup plus, le plus ici à Berlin?
Moi, je dirais, c'est quand même l'ancienne ville impériale de la Prusse. Donc il faut prendre ça dans son contexte historique en tant que ville. Donc c'est une ville qui a eu toute une histoire et c'est un symbole aussi au niveau européen d'une certaine domination sur le monde. Et quand on voit ce qui s'est passé à la conférence il y a 130 ans maintenant à Berlin et l'impact que ça a eu sur le monde et qu'on continue de voir avec nos yeux parce que il y a beaucoup de gens qui disent c'est fini, les pays ont reçu leur indépendance, etc., etc. Mais dans la réalité, c'est un système qui est toujours en place et qui n'a toujours pas été éliminé. Et donc pour moi, quand je viens à Berlin, je vois la continuité de tout ce qui se passe à ce niveau-là. Donc c'est toujours l'Amérique qui domine à Berlin. Non, oui, oui, en fait c'est ce que le pasteur Bobo essaye de montrer, c'est que moi ce qui m'avait frappé quand j'étais, parce qu'on a vu la porte de Brandenburg hier soir, c'est de voir en fait, parce que pour les gens qui ne connaissent pas, il y a la porte de Brandenburg et il y a le Parlement allemand qui est juste à côté, et de l'autre côté de la place, il y a l'ambassade américaine. Et cette ambassade américaine, elle est juste énorme en taille. Et d'avoir une ambassade localisée dans un centre tellement historique, avec tellement de signification, visuellement, c'est aussi un signe très puissant. Donc, l'Allemagne est toujours sous occupation, entre guillemets. J'irai pas jusqu'à là, mais disons qu'il y a on voit qu'il y a une très grande influence des États-Unis, pas seulement en Allemagne, hein, mais aussi également quand on va à Paris, ça se voit aussi dans la localisation et l'emplacement de leurs ambassades. Entre le Champs-Élysées et l'ambassade des États-Unis, c'est toujours près. À Paris, quand vous êtes à Paris, vous voyez que la résidence de l'ambassadeur américain, elle est juste à côté du président de la République. C'est pire au Gabon. Et au Gabon, alors là, c'est bon parce que j'ai eu le bonheur, je dirais, d'être au Gabon il y a quelques années. Et là, ce qui m'a frappé, c'est qu'en descendant de l'avion, quand on va vers le centre de Libreville, on voit la maison présidentielle, si ma mémoire est correcte, sur la gauche, mais c'est entouré d'un camp de légionnaires français. Donc le président du Gabon, on sait qu'il est protégé physiquement par la France. Et bon, il a une très belle résidence, mais après, quand on va encore un peu plus loin, on arrive, il y a la mer d'un côté, et sur les hauteurs, sur la gauche, il y a la résidence de l'ambassadeur de France. Eh bien, on sait qui détient le pouvoir au Gabon. Ça a toujours été comme ça partout, on le suit partout, on le suit, nous sommes à Berlin. Même à Bruxelles, l'ambassade des États-Unis, c'est non loin du bureau du roi, c'est non loin, c'est à pied. Ça, c'est la stratégie américaine. Jean-Michel peut vous dire quelque chose à ce sujet-là. En fait, le ministère de l'Intérieur, c'est bien ça? Je crois que c'est le bureau du Premier ministre. Non, c'est de la Défense ou de l'Intérieur, je crois que c'est de la Défense, est pratiquement encastré dans le pâté de maison qui contient l'ambassade. Et donc, ça montre bien qu'il y a quelque chose là. Donc, le fait que les deux soient intégrés dans le même bloc. Je parle de bloc de maison parce qu'à Bruxelles, c'est assez particulier. Vous avez un pâté de maison et demi qui sont entièrement, pratiquement, donc, composés de l'ambassade américaine. Et si je peux me permettre, parce qu'aujourd'hui, comme si vous écoutez les nouvelles, on parle d'un marché unique, enfin on essaye de rapprocher les États-Unis et l'Europe, et donc parce que c'est les politiciens, ça fait quand même quelques temps qu'ils en parlent, mais quand on voit tout cela, il n'y a aucun doute que ça va se faire, parce que je pense que le citoyen lambda comme vous et moi, on n'aura pas grand-chose à dire pour que ça se passe, ça va se faire. Mais 50 ans, c'est pas loin. Les Américains ont laissé leur vie ici en Europe pour libérer l'Europe. Oui, tout à fait. Et moi, comme je suis aujourd'hui, j'en pleure pratiquement parce que du côté américain de ma famille, c'est une longue histoire parce que
C'est une immigration qui est venue aux États-Unis à la naissance du pays, parce que ma famille est venue en 1624, juste pas très loin pour ceux qui connaissent le Mayflower. Et donc je viens d'une vieille famille de la Nouvelle-Angleterre. Et ça me brise le cœur de voir ce qui se passe aux États-Unis, ce qui s'est passé depuis les 15 dernières années dans ce pays. Parce que les valeurs que les États-Unis sont en train de montrer, ou ont montré à partir de, je dirais, enfin même avant, mais qui ont été montrées et que ça a été visible pour le monde entier de voir, je ne peux pas être en accord avec tout ça, c'est pas possible, parce que c'est pas mes valeurs en tant que chrétien. Je ne peux pas être en accord avec ce qui s'est passé. On nous suit partout à travers le monde, c'est vraiment extraordinaire d'être avec vous, mais l'Afrique a été divisée ou partagée. Ici à Berlin, c'était en 1885, ici dans cette ville de Berlin, Jean-Jacques. L'Afrique a été divisée ici. Est-ce que le fait qu'on est aujourd'hui à Berlin, qu'est-ce qui va se passer un jour si tu vois le futur de l'Afrique? Ça a été divisé ici ou partagé ici? Oui, l'Afrique, comme tu viens de le dire, que ça a été partagé ici. Et voilà, donc nous, on vient de là, on a visité le lieu, on a eu même à prier pour ce qui s'est passé en 1885. Et quand tu dis vous c'est qui, vous c'est comment, on le suit pour les gens qui ne comprennent pas. Vous là, vous venez de là, de prier là où on a partagé l'Afrique. Vous c'est qui? voilà, nous, en fait, c'est Eden, Eden Diaspora, Eden qui signifie ensemble de la délivrance pour la nation. Alors, donc, on vient de là pour prier et enlever tout ce que le malin avait pu mettre dans ce lieu. Voilà, on a eu à prier pour ça, voilà. L'Afrique a été piégée à Berlin dès 1885. Dès 1885, voilà. Il y a eu la conférence, ce qu'on appelle la conférence de Berlin, mais on a été surprise de voir, au lieu de voir la conférence de Berlin, on a vu la conférence du Congo. Donc, quelque chose qui nous a fort étonnés, parce que souvent on entend la conférence de Berlin, mais c'est écrit la conférence du Congo. Donc, on voit que ils ont plus donné l'importance au Congo, en fait. Voilà, donc c'est ce qu'on a pu comprendre. Voilà. Merci, on suit. Je reviens à Jean-Michel. Jean-Michel, toi, ta maman est allemande. On a partagé l'Afrique dans votre pays, l'Allemagne. 1885, ça vous dit quoi? En fait, c'est le début d'un processus. C'est le début d'un processus qui se poursuit encore aujourd'hui parce que, comme l'a dit Eric, il ne faut pas croire que l'Afrique est libérée. Elle est encore totalement sous la coupe de ce que j'appellerais des étrangers. Et cette coupe, pour l'instant, par des moyens ordinaires, elle ne peut pas s'en débarrasser. Elle ne peut pas s'en débarrasser parce que c'est une domination entière. Pour un certain nombre de pays francophones, leur monnaie dépend du bon vouloir d'un pays extérieur, donc c'est clairement une domination, puisque celui qui contrôle la monnaie contrôle le pays. En ce qui concerne le Congo, donc c'est un peu similaire. On a des personnes qui ont été nommées par des puissances étrangères, et toujours actuellement déjà, donc certains hommes européens et américains valident des élections de des candidats pour des élections de 2016 pour lesquelles on n'a encore rien commencé là-bas. Et donc il est évident que l'autorité actuellement donc au Congo n'est en réalité pas au palais présidentiel. Elle se situe ailleurs. Et à ce niveau, l'autorité voit ses intérêts propres. L'intérêt de la population leur est totalement étranger. Ils n'y connaissent absolument rien. Ils sont incapables, si on leur donne une région, de dire quels sont les besoins de la région, quels sont les potentiels de la région. Ils en ignorent tout. L'Afrique a été partagée à Berlin, 1885.
aujourd'hui 2015. Ça vous dit quoi? Ah, ça, c'est une bonne question. En fait, quand on a les deux dates, on peut essayer de regarder où on était à l'époque et où on en est aujourd'hui. Je pense que dans certains domaines, il y a eu quand même des progrès au niveau social. Mais c'est comme ce que le disait le frère Jean-Michel, sur le fond, quand on regarde bien les choses, peut-être que la face visible, disons, est entre guillemets plus démocratique, mais quand on regarde sur le fond des choses, on est toujours... en fait, les racines qui ont été plantées à Berlin, elles sont toujours d'actualité, quoi qu'on en dise. Le futur de l'Afrique, quand vous regardez Eric, le futur de l'Afrique. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt poser cette question au frère Jean-Michel. Je commence par vous, on vous suit. On vous suit, le futur de l'Afrique. Je pense que l'Afrique... Vous êtes au Gabon? Oui, j'étais au Gabon et j'ai vu pas mal de choses. Mais ce que je dirais, c'est que c'est pas le futur de l'Afrique par les Africains, c'est une chose. Mais le futur avec le Seigneur, c'est autre chose. Et je pense qu'ici, il va y avoir des événements qui vont dépasser tout entendement. Et je pense que le Congo, ou la région du Congo, et ça je préfère que vous posiez toutes ces questions au frère Jean-Michel, parce que lui il connaît beaucoup plus ces choses-là en détail. Ma vision... Le micro va tourner. D'accord. Eh bien, moi ce que je dirais, c'est que... il faut voir, en fait, mon message que j'aurais pour les gens qui nous voient, c'est que d'abord je voudrais leur prévenir de l'état du monde. Il va se passer certaines choses et certains événements dans le futur qui vont avoir lieu, parce que si vous êtes chrétien, vous savez qu'on va vers un système mondial, et donc qu'à la tête de ce système mondial, il y aura l'Antichrist. Mais le Seigneur est bon. Il a choisi pour les chrétiens qui sont vraiment des chrétiens véritables, son peuple élu, il leur a mis en place un échappatoire, et cet échappatoire, c'est le Congo. Et c'est pour ça, et avec les pays avoisinants. Et c'est pour ça que le Congo, dans le futur, va prendre une place de plus en plus importante. Et je pense qu'il y aura un jour où les gens vont être très très surpris de voir ce qui se passe au Congo. Jean-Michel, le futur de l'Afrique? Avant de parler du futur de l'Afrique, je voudrais faire un bref rappel historique par rapport à Berlin. Comme ça a été dit précédemment, la conférence de Berlin était d'abord la conférence du Congo. Et quand on voit un peu les rapports de tout ce qui a été dit à cette conférence, on se rend compte que la situation à l'époque était déjà celle qui prévaut aujourd'hui. À savoir que celui qui contrôle le bassin du Congo a le contrôle réel sur le reste du centre de l'Afrique. En effet, quand vous voyez, toutes les évaluations ont été faites en fonction de la relation qui permettait au monde extérieur de profiter au mieux, dans les meilleures conditions, et le bassin du Congo était la solution la plus pratique pour arriver à une exploitation, je répète le mot exploitation, rapide et entre guillemets rentable. Maintenant pour le futur, quels sont les problèmes de l'Afrique? D'abord il y a des communications. Je ne parle pas ici d'Internet et autres médias électroniques. Je parle de la communication. On ne peut pas envoyer du blé par téléphone. On ne peut pas envoyer les gens par Internet. Il y a des moments où les gens doivent se déplacer, les marchandises doivent se déplacer. Vous avez un pays qui n'a pratiquement aucune route digne de ce nom. Il a bien 130 000 kilomètres de pistes, mais en fait, il n'a rien de convenable. En fait, ce qu'il y a, c'est que de ce côté-là,
il faut que le pays dispose d'un système de communication convenable qui permette à toute la population de se déplacer, de déplacer les marchandises. Le deuxième point, c'est la santé. Le troisième, l'éducation. La sécurité aussi, qui est inhérent à la communication, parce que si l'armée peut se déplacer, on n'a pas besoin d'une grande armée si elle peut se déplacer donc rapidement d'un côté à l'autre. Donc, pour en revenir à l'éducation, c'est quelque chose qui peut être remis en place très facilement, toujours grâce à un système de communication physique. En fait, l'avenir, c'est un pays qui, si l'on suit certaines options, qui puisse être un peu comme les pays d'Europe. L'ouverture des voies, c'est dans le Congo qu'elle sera le plus facile. Parce qu'il y a déjà une situation assez avancée et elle permet de donner un accès maritime à beaucoup de pays. Voilà, je pense que c'est un rapide tour d'horizon. Merci beaucoup Jean-Michel, belge, qui connaît le Congo plus que beaucoup de Congolais, mais il n'a jamais mis les pieds au Congo. Jean-Jacques, l'avenir de l'Afrique. Ici, j'ai vu les deux, ils parlent beaucoup plus du Congo, mais quand tu vois l'Afrique, l'avenir, c'est quoi? Ou toi aussi, tu parles directement du Congo? Ben, moi, je dirais plus l'avenir, soit du Congo ou bien de l'Afrique. Je pourrais dire que je ne connais pas, mais on espère toujours qu'on aura un Congo meilleur, un Congo prospère et tout ira mieux. Voilà. Je crois plus en Dieu parce que c'est vrai qu'on vient de là, on a prié, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Voilà. Mais l'avenir, c'est seul Dieu qui sait l'avenir en fait, du Congo. Seul Dieu connaît l'avenir du Congo ou de l'Afrique. Pour terminer, nous sommes avec vous. Bientôt, vous allez faire 800 km pour aller vers Bruxelles. Donc c'est 800 km. Vous allez quitter, je crois, à 10h ou à 11h ici, mais arriver vers plus ou moins 19h, 20h à Bruxelles. Il y a un événement mondial. Il y a beaucoup de réfugiés qui se retrouvent ici à Berlin. L'Allemagne a reçu beaucoup de réfugiés. On parle de des milliers et des milliers de réfugiés ici en Allemagne. Selon vous, pour Eric, on va aller chez Jean-Michel. Oui, on va aller chez Jean-Michel, mais on commence toujours par Eric. Eric, quand vous regardez le monde, quand vous voyez le monde, l'immigration, est-ce que ça a une portée spirituelle? Comment ça va arriver? Est-ce que ce n'est pas une opportunité aussi pour l'évangile? Parce que l'Europe d'aujourd'hui, ou l'Amérique d'aujourd'hui, n'est plus vraiment spirituelle comme au temps de vos pères. Est-ce que l'immigration, ça va favoriser aussi l'évangile? Non, mais moi je regarde pas les choses de cette manière. Je pense, enfin, si on regarde cela par rapport à l'évangile, il faut bien comprendre dans quel temps nous sommes. Je pense que nous sommes à la veille de grands changements. Il ne faut pas oublier que les politiciens, depuis quelque temps, poussent au nouvel ordre mondial, le nouvel ordre mondial. En tant que chrétiens, nous savons ce que c'est. Ça veut dire que ce sera un système de contrôle absolu de vous et de moi. Vous avez qu'à lire la Bible, les passages de la Bible qui en parlent. Je ne vais pas vous faire un exposé ici. Et nous sommes, je pense, à quelques années où, dans les 10 ans, il y aura un système, enfin je pense que ça allait plus vite que ça, mais on va vers ce système. Et le problème, c'est que pour arriver à ce nouvel ordre mondial, d'abord, il faut créer un système où il y aura du chaos.
Parce que si vous avez du chaos et les gens deviennent désespérés un peu partout, à ce moment-là, ils peuvent se retourner vers quelqu'un ou un système qui, en apparence, va leur donner l'impression que ça va leur permettre de sauver les meubles, comme l'on dit. Et donc, je pense que tout ce qu'on voit, les désordres économiques, les désordres migratoires, tous ces phénomènes-là, il y a des gens qui sont assez puissants dans les sphères obscures, qui sont capables de planifier ces choses. Les crises économiques ont été planifiées. Je pense que les crises, quand vous regardez tout le Moyen-Orient, la situation au Moyen-Orient, les gens souvent ont la mémoire courte, mais je me souviens très bien, si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait les néoconservateurs au pouvoir aux États-Unis, donc du temps de Bush, qui avaient dit qu'ils allaient redessiner la carte du Moyen-Orient. Nouvel ordre mondial. Oui, non, enfin qu'ils allaient redessiner la carte mondiale au Moyen-Orient, la carte au Moyen-Orient pour apporter la démocratie. Il y avait même aux États-Unis, il y avait une organisation, un pacte pour une Amérique pour pour le nouveau siècle. Et on voit très bien que depuis qu'il y a eu la présence militaire au Moyen-Orient, ça n'a créé que des problèmes. Les réfugiés, d'où est-ce qu'ils viennent? Vous avez que la Libye, c'est les problèmes, parce qu'on parle que de la Syrie pour le moment. Mais les émigrants, ils viennent surtout des régions où il y a eu des guerres qui ont été au départ mises en place par les Occidentaux, surtout les États-Unis. Et donc maintenant, ces gens-là, comme toutes ces zones sont complètement déstabilisées, et bien maintenant on récolte ce qu'on a sémé, c'est tout. On récolte ce qu'on a sémé, selon Eric. Je reviens chez Jean-Michel. L'émigration, ça vous dit quoi? Portée spirituelle. D'autres disent que il y aura d'autres qui viennent avec des bombes. Ils vont terroriser l'Europe qui était calme. Ils vont terroriser l'Europe. D'autres voient autre chose. Je peux rajouter une chose? Oui, c'est possible. Oui. En fait, d'un point de vue spirituel, je pense que ce qui est très intéressant, c'est que vous avez, parce que l'Europe, elle est morte spirituellement. Elle est complètement morte. Vous vivez en Europe et vous dites que vous êtes chrétien, c'est tout juste si on ne vous regarde pas comme si vous êtes un animal étrange. Ça, c'est pour être gentil. Donc, moi j'habite la Belgique. Pour voir un Belge, un autochtone véritablement chrétien, c'est très rare aujourd'hui. Je dirais que c'est même pas 10% de la population. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'Europe est devenue humaniste. Et vous avez donc un système humaniste qui va être face à des gens, à une immigration qui, elle est beaucoup plus religieuse. Donc, et avec des valeurs très différentes. Donc ce sera intéressant de voir ce que ça va faire dans le futur. C'est une question que je me pose. On revient chez Jean-Michel. Quelle portée spirituelle, quelle est votre lecture, vous, que ce soit politique, spirituelle, économique, par rapport à l'immigration? De plus en plus, c'est vraiment, ça a toujours été le cas, mais maintenant, c'est plus visible. Je vais être en quelque sorte un prolongement à ce qu'a dit Eric. En fait, cette immigration, elle va provoquer l'uniformisation nécessaire. On aura en fait différentes cultures qui arriver, qui seront mises en présence. Nous aurons d'une part quelque chose des valeurs religieuses extrêmes et des valeurs anti-religieuses extrêmes. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver à une espèce de bolognaise spirituelle où on a tout mélangé, qui n'a plus aucune consistance de rien, et auquel on va donner du goût artificiellement. Et c'est ça, ce fameux ordre de l'Antéchrist, donc annoncé par la Bible, où on va définir des valeurs purement humaines sans aucun rapport avec aucune religion. Je peux rappeler que
Si c'est le cas pour les chrétiens ici en Europe, où le chrétien en fait est devenu une denrée rare, c'est également le cas pour ces religieux qui sont religieux, mais vous ne trouvez pas plus de vrais musulmans chez les musulmans que de vrais chrétiens chez les chrétiens en Europe. Et donc c'est le cadre idéal pour faire ce mélange qui doit aboutir à une religion universelle. C'est de mixer le tout de façon à ce que chacun ne discerne plus les choses, même quand elles sont totalement évidentes. Et donc, cette immigration, c'est la préparation à ultra court terme de cet ordre mondial avec cette religion unique, uniforme, qui ne peut venir que en réduisant à l'état de bouillie tout ce qui a existé, toutes les différences, pour que tout soit bien mélangé. Merci, nous sommes presque à la fin. Je vais vous laisser 2 minutes. Je reprends par Jean-Jacques, peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit. Si tu veux ajouter quelque chose sur par rapport à l'immigration ou autre, et tu clôtures un petit mot de la fin. On clôture, je vous donne une minute pour clôturer. Oui, bon, moi, je veux aussi rajouter sur l'immigration. Tout ce qui se passe maintenant, c'est le signe de la fin du temps. Parce que la Bible nous dit, on entendra des guerres, des problèmes, par-ci, par-là, dans des pays, et c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Donc, pour moi, c'est le signe de fin du temps, en fait. Donc, la Bible a dit ça, et on est en train de vivre ce que la Bible a dit. Donc, c'est ce que moi, je pourrais dire sur l'immigration. Alors, pour le mot de fin, voilà, je dirais... bonjour à mes frères et sœurs qui me suivent maintenant. Voilà, c'est votre frère Jean-Jacques Ntois. On était venu ici à Berlin pour faire la prière. Voilà, on a fini là, maintenant on va faire la route. On va rentrer en Belgique parce que j'habite Belgique aussi. Voilà, que Dieu vous bénisse et voilà, c'est ce que je sais dire pour le moment. Mot de la fin, Jean-Michel. Je crois que la seule chose que je peux dire, c'est un message d'abord à tous les chrétiens, pour dire d'ouvrir leur Bible et de la lire de façon littérale. Et puis, chaque fois qu'ils se posent une question, de regarder le monde et de regarder leur Bible ensuite. Et ils verront tout de suite que c'est un copier-coller de la situation. Je voudrais également lancer un message aux musulmans, c'est de lire leur Coran. Ils verront qu'ils ont tout faux, que de ce côté-là, donc eux aussi n'ont pas rempli leurs obligations et donc ils sont également dans un mélange. Et donc tout ce qui devait se faire, que personne n'a suivi. Eux, en fait, le Coran leur recommandait certaines choses au niveau du suivi de l'évangile de Jésus, ce qu'ils n'ont jamais fait. Et s'ils l'avaient fait, il y aurait beaucoup de choses qu'ils auraient compris, mais malheureusement, donc, ils ont pris les coutumes humaines au-dessus de ce qu'il leur était ordonné. Merci. Eric, mot de la fin. Moi, je dirais un mot, l'espoir, parce que quand on voit la situation d'une façon humaine et avec nos yeux et notre chair, on pourrait être paniqué, enfin pas paniqué, mais en désarroi et de voir ces choses. Mais moi, je dirais un message d'espoir, parce que il y a un Seigneur, Jésus-Christ, et les gens souvent, comment dire, ne comprennent pas qui il est, mais il a une puissance, elle est réelle, et toutes les choses sont au creux de sa main. Et donc, je pense que c'est le message, pour moi, ce serait gardez l'espoir, tournez-vous vers lui, et il vous cachera au creux de sa main à travers tous les temps qui vont venir, qui seront difficiles, si vous êtes véritablement en lui. Merci beaucoup Eric. Vous êtes né et grandi aux États-Unis d'Amérique.
Non, moi j'ai une histoire compliquée parce que j'ai voyagé à travers le travail de mon père, j'ai vécu dans pas mal de pays différents. Né où? Je suis né en Belgique et après, à l'âge de 4 ans, mes parents ont déménagé. Enfin, ma mère est américaine, donc elle est venue vivre en Belgique. Et à l'âge de 4 ans, nous sommes partis aux Pays-Bas. Donc j'ai vécu aux Pays-Bas jusqu'à l'âge de 8-9 ans. Et puis à partir des Pays-Bas, mon père a eu un poste à Paris. Donc il avait été posté à Paris. Et donc j'ai débarqué en France à 8 ans. Et j'ai quitté la France à 18 ans, où j'ai passé 2 années en Angleterre, parce que mon père avait été posté en Angleterre. Et donc j'ai fait 2 ans en Angleterre, et puis après je suis parti aux États-Unis. J'ai fait une carrière professionnelle aux États-Unis de 20 ans, et à l'âge de 38 ans, je suis revenu pour des raisons professionnelles en Belgique, et j'y suis toujours. Voilà. Merci beaucoup. On va y revenir prochainement dans une autre émission. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir nombreux à nous suivre. On est à Berlin. Prochainement, ça sera peut-être Paris. Pourquoi pas au Washington? Frères et sœurs, moi, ce que je voudrais communiquer, c'est le bonheur que ça a été d'être ici. Quand j'ai vu mes frères et mes sœurs congolais dans la prière, parce que nous avions une organisation, nous étions tous ensemble, et de voir Eden Diaspora, et de voir la foi des gens, et comment dire, avec l'intensité de leur prière et les émotions que j'ai vues de mes yeux, ça m'a beaucoup touché. Et même si au départ j'étais pas aussi connecté avec le peuple du Congo, parce que le Seigneur m'a appelé, je pense, pour une mission, mais pour moi le Congo n'était pas la place principale, parce que moi Dieu m'a donné un ministère d'enseignement pour le futur, pas maintenant. Mais quand je vois l'ardeur de la prière des gens, et comment dire, l'entente entre les gens, l'unité entre les gens, et les prières qui ont été faites, etc., ça m'a vraiment beaucoup touché, et ça m'a donné de l'espoir. C'était vraiment un baume pour le cœur. Voilà. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. Merci beaucoup. La même chose, j'ai ressenti à peu près la même chose. Quand on a été dans cette réunion, ce que j'ai ressenti... Réunion Eden Diaspora. Oui, en fait pour moi ça a été un pansement pour le cœur. En effet, pendant des années, j'ai parcouru les assemblées avec un seul et unique message. Et ce message, en fait, tout le monde s'est retrouvé, à une exception près, réfractaire. Et là, j'ai entendu quelqu'un qui, de tout son cœur, professait le même message. Et pour la première fois, je ne me suis pas senti seul. Je sentais qu'il y avait une multitude autour. Et là, j'en ai presque eu les larmes, parce que il y avait des gens autour qui eux aussi avaient la vision de la sanctification, avaient une vision chrétienne, en fait, pour faire court. Merci beaucoup, nous sommes à la fin, mais des Européens, un Américain européen et un Belge aussi, ils aiment Eden Diaspora, ils aiment le Congo, ils ont beaucoup aimé. Ils ont fait 800 km pour arriver à Berlin et assister à une réunion de prière. Mais pour Belgique, il y a Jean-Jacques, toi qui es le responsable de Eden Belgique. Donc vous pouvez le contacter. Et pour Eden Diaspora, le coordinateur général, c'est lui-même le prophète Kadima. Il vit à Duisbourg, en Allemagne. Et pour l'Angleterre, on a le pasteur Maurice Alamba et un autre pasteur, le pasteur Marc. Votre numéro de téléphone, on peut aussi vous contacter, le numéro de téléphone pour Eden Belgique, rapidement, pour terminer ici. Voilà, si vous voulez me contacter, c'est au 0032 485 0013 91. Je le répète, 0032 485 0013 91. C'est Eden Belgique. Merci beaucoup, à la prochaine. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir.
revoir. Au revoir. On peut à 4 se dire bonjour de la fin. Ça a été un plaisir. C'est Berlin, hein? Merci beaucoup. Au revoir. Ich bin in Berlin.